qui a créé ce déclic-là? Pourquoi est-ce que les autres disciplines ne t'ont pas particulièrement captivé comme la mécanique quantique au-delà de ton enseignant, au-delà du fait que ton enseignant, voilà, avait une très bonne méthodologie? Ah, ouais, la mécanique quantique, c'était au niveau 2. La physique quantique, c'était au niveau 2, où pour la première fois, après avoir passé le cycle de secondaire, j'avais eu la première note en physique quantique. Donc c'est là où, en fait, c'est là où j'ai vraiment, en fait, il y avait cette voix-là à l'intérieur qui me disait, ok, peut-être que ce C'était ton domaine, épiphanie. peut-être ce domaine-ci, c'est le domaine dans lequel tu feras. Parce que j'avais été tellement, en fait, j'avais été tellement assommé par les notes que j'avais eues au lycée, en fin de lycée, que pour moi, je pensais que non, quel que soit le domaine dans lequel je vais aller, je ne suis pas sûr que je serai parmi les premiers, je serai encore parmi les premiers. Donc, au niveau 2, en physique quantique, j'ai eu une très bonne note et c'était la première note et j'étais très content. Donc, j'ai dit, OK, je vais faire dans ce domaine-ci. Je ne vais pas faire de maths, je ne vais pas faire de physique, je vais faire dans ce. Mais déjà, même d'aller de faire dans la physique, j'étais déjà un peu passionné, plus passionné en physique qu'en mathématiques. J'aimais Ok, bien ce que c'est que d'étudier des phénomènes, de pouvoir interpréter, parce que les mathématiques, c'est plus, comment on dit, c'est plus des sciences assez abstraites, c'est-à-dire tout se passe dans la tête. On écrit des équations et tout, on fait des preuves et tout, et on écrit des théorèmes, on énonce des théorèmes et tout. Moi, je n'étais pas d'abord bon à mémoriser. Bon, mémoriser les théorèmes, les bons mathématiciens ne mémorisent pas les théorèmes, mais je n'étais pas bon à mémoriser les théorèmes. Et je n'étais pas bon à faire ces preuves-là et tout sur les mathématiques. Mais j'étais très bon à interpréter les phénomènes physiques. Et j'aimais bien comment est-ce que ça se en fait, comment est-ce que tu pouvais faire un exercice de physique et pouvoir l'interpréter avec tout ce qui se passe autour de toi. Donc, j'aimais bien ce genre de choses-là. C'est pour ça que j'ai choisi la physique et c'est pour ça que j'ai continué à partir du niveau 2. te voilà justement qui arrive au niveau 2, tu obtiens ton master, du moins, tu arrives au master 2, tu obtiens ton master. Euh, Pourquoi est-ce que tu décides de continuer avec les études? Ayant déjà un master, tu pourrais travailler, tu pourrais postuler voilà, à des emplois. Pourquoi continuer avec les études? Ah, ok, c'est la même raison, non? C'est quoi? C'est lorsque tu es passionné par quelque chose, c'est un peu Tu veux comme une aller sorte de jusqu'au prison. bout. C'est un peu comme une sorte de prison. C'est genre, tu, tu, tu tu ne te poses jamais la question de ce que tu serais si tu faisais autre chose. Tellement tu aimes ce que tu es en train de faire que tu n'imagines jamais être en train de faire autre chose. Autre Donc, je me suis chose. dit, je vais faire de la recherche, je vais faire de la recherche, je veux que faire de la recherche. Parce que dans la recherche, ce qui me passionne le plus, c'est que tu peux apprendre beaucoup de choses et en fait, ce que tu as dans ta tête peut vraiment faire la différence par rapport aux autres. C'est un peu Intéressant. ça. Voilà, tu as obtenu ton master 2, tu obtiens par la suite la bourse de EMS. Avant d'arriver au master 2, est-ce que tu avais déjà eu à postuler pour des bourses? Est-ce que tu connaissais déjà cet univers des bourses d'études? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En tant qu'étudiant à l'université, euh, non, non, je me trompe. Donc, en Master 1, ouais, j'ai commencé à faire de la recherche sur Internet pour pouvoir trouver des bourses à l'étranger et tout. Donc, je connaissais déjà ce que c'est que les bourses, mais ça, c'était juste à partir de Master 1. En licence, je ne savais pas ce que c'est qu'une bourse à l'étranger et tout. Mais pour toi, qu'est-ce qui justifie le fait que des étudiants ne savent presque rien des bourses d'études que jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau comme Master 1, par exemple? Qu'est-ce qui justifie cela, cette ignorance complète autour des bourses d'études? Euh, je pense que c'est déjà parce qu'il y a très peu de gens qui ont des bourses à l'étranger, de un. De deux, généralement, tu sais, chez nous, les programmes sont généralement en français. Et donc,
et lorsque tu vas sur Internet, la majorité des bourses, c'est des offres qui sont faites en anglais. C'est-à-dire, tu vas sur Internet, on dit call for applications for PhD or I don't know, a master's in this university. So, tu sais pas trop de quoi est-ce qu'ils sont en train de parler. Tu te dis, OK, ça, c'est pas pour moi déjà. C'est l'anglais. Moi, je parle le français. Je sais pas de quoi ils sont en train de parler. Et même lorsque tu vas, il y a certaines brochures certains posts qui ont fait en France, mais la brochure Le est programme écrite en anglais. Et donc, déjà, lorsque tu connais pas l'anglais, tu es totalement déphasé. C'est égaré. juste, ce n'est que l'environnement dans lequel tu es. Lorsque tu es à l'université, tu ne penses pas vraiment à autre chose. Ton problème, c'est de pouvoir valider tes matières. Ton problème, c'est de pouvoir avoir la note, de pouvoir avancer, c'est tout. Il faut que quelqu'un Ça, vienne et te c'est dise, clair. OK, avec ta licence, tu peux faire ceci. Il faut vraiment quelqu'un qui te tienne par la main. On peut revenir Et sur ça qu'est-ce qui, après. Ouais, tu peux continuer. et qu'est-ce qui justifie, justement, comment est-ce que tu fais pour apprendre de la bourse de EMS? Si justement, dans ton environnement, ce n'était pas aussi commun d'entendre parler de ce genre de choses. Ouais, donc la bourse de EMS, j'ai eu à connaître la bourse de EMS justement à cause d'un aîné. Parce que le professeur avec qui je travaillais, il nous encourageait vraiment aussi à postuler à des bourses, à des bourses à l'étranger, n'importe où, il nous encourageait vraiment à postuler à des bourses. Et du coup, il avait un étudiant qu'il avait tenu à l'université de Ngaoundéré et qui était venu leur rendre visite, à l'université Yaoundé 1. Et du coup, lorsque cet étudiant-là est venu, lui, c'est un docteur. Il était il est en postdoc en Allemagne. Tu le connais même. C'est le docteur Jean-Daniel Djida. Donc, c'était Gina, un ok. étudiant, ouais, Jean-Daniel Djida, qui était à EMS avec nous. Donc, Jean-Daniel était venu nous rendre visite à l'université Yaoundé 1. Et c'est là où il nous parle de cette opportunité. Il nous dit, OK, il y a ce centre-ci qui fait dans les sciences mathématiques. Vous pouvez postuler à ce centre-ci. C'est un programme de master d'un an où tous les cours sont faits en anglais et qui est assez rigoureux. Donc, je vous conseillerais de faire. Donc, c'est là où ça me booste, en fait. C'est là où je me dis, OK, je fais physique, mais il y a pas mal de mathématiques qui sont liées à la physique. Et je sais que mon niveau en mathématiques n'est pas aussi bon que celui de physique. Donc, pourquoi pas faire un master d'un an et faire des cours de mathématiques assez rigoureux et pouvoir continuer à l'étranger. Donc, c'est un peu ça. C'est ce grand frère-là, Jean-Daniel, qui m'a vraiment encouragé à postuler, à commencer à postuler pour les bourses de façon sérieuse. Et à côté de EMS, est-ce que tu as eu à postuler à d'autres bourses à l'étranger? Ouais, j'ai eu à postuler. J'avais eu à postuler à un master à l'université de Barcelone. Je me souviens plus bien du nom de ce programme-là. Je crois que c'était ICFO. C'est un centre de recherche à l'intérieur de l'université de Barcelone. C'est un institut qui avait lancé un Ok. programme. Je crois que c'est toujours un programme d'un an en calcul quantique, justement. Donc, c'est le premier programme auquel j'ai eu à postuler. À Et j'avais même postuler. eu j'avais même eu à payer pour les frais et tout. Donc, ouais, j'avais déjà eu à postuler à ça. J'avais aussi postulé à un master à l'Université de Paris-Saclay, en France. Et je crois, j'avais aussi postulé au programme Erasmus Mundus. Et je Mhm. crois que c'était tout, ouais. À ce moment-là, c'était un peu difficile. En fait, on ne connaissait pas trop comment s'y prendre pour postuler au bourses. Donc, à ce moment-là, je n'avais postulé À ce qu'à ces trois programme. programmes. Ouais. Alors, voici, tu obtiens la bourse de EMS, tu intègres EMS. Quand tu es à EMS, tu postules également à beaucoup d'autres bourses d'études.
Avant d'y arriver, non, laisse-moi recommencer. Hein. Alors, voici, tu arrives à EMS, tu commences ton parcours de EMS. Et à D'accord. EMS, tu non seulement apprends l'anglais, ce qui, selon toi, était une barrière pour obtenir des bourses d'études, mais également tu apprends voilà, des mathématiques qui level up ton niveau. Sachant que tu viens à EMS dans une école de mathématiques, dans une école boursière, avec un background de physicien, quels sont, selon toi, ces éléments-là qui t'ont permis d'être accepté à EMS? Parce que voilà, il n'y a pas de critères d'admissibilité dans les documents de EMS. Quels sont selon toi ces éléments qui t'ont permis d'être accepté à EMS? Ayant un Euh, background différent, bien sûr, de ce que l'école fait. je pense que c'est parce que le programme de EMS, malgré que c'est un programme qui est assez rigoureux en mathématiques, je pense que c'est un programme qui, de façon générale, permet aux étudiants au background varié d'accéder. Donc, EMS recrute les étudiants dans presque tous les domaines de sciences, je veux dire. C'est-à-dire, ils recrutent les physiciens, ils recrutent les chimistes. Non, non, ils recrutent les Les physiciens, ils recrutent les mathématiciens, mathématiques, un peu moins de chimistes, je crois. les Et, statisticiens. les statisticiens et tout, les data scientists et tout. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est d'un. De deux, je pense que j'avais pu avoir mon, l'admission au programme de EMS parce que j'avais pu convaincre le professeur, euh, le professeur qui m'avait Marco, interviewé, le professeur Marco, qui m'avait interviewé pendant mon interview. J'avais pu le convaincre parce qu'il m'avait demandé, il m'avait posé une, il m'avait posé trois questions, je crois, et la question à laquelle j'avais pu bien répondre, ou alors j'avais pu répondre le mieux, c'était la question de savoir en quoi porte mon sujet de master et comment est-ce que tu peux l'expliquer. Donc, j'avais bien expliqué mon projet de master je pense que c'est ça qui avait permis que je sois accepté au programme de EMS. mais comment est-ce que tu t'es préparé justement pour cette interview-là? Quels sont ces éléments qui t'ont aidé à bien te préparer pour ton interview? Euh, Quels éléments? J'avais juste demandé aux aînés qui avaient déjà été à EMS quel genre de questions est-ce qu'ils peuvent me poser. Euh, euh, il il m'avait dit, OK, il faut te rassurer que tu sais bien sur quoi pour ton projet de master. Il faut te rassurer que il faut faire le rappel des notions de base d'algèbre, les notions de base de mathématiques, bon, on appelle ça quoi? D'algèbre, d'analyse, d'informatique et tout. Euh, pas de programmation vraiment, des notions de base de physique, certaines notions de base de physique aussi. Et il faut te rassurer que, comme tu es en train de postuler en tant qu'étudiant en master déjà, il faut te rassurer que tu sais sur quoi, tu maîtrises bien ton sujet de master. Donc, j'avais pris conseil auprès des grands frères qui avaient déjà été à EMS. Il y a pas mal d'étudiants à l'université qui ont fait EMS et qui ont de très bonnes carrières maintenant. Donc, j'ai pris conseil auprès d'eux. Ils m'ont très bien conseillé et j'ai juste suivi ce qu'ils m'ont dit et j'ai été sélectionné, c'est tout. Okay. Étant donc à EMS, quand tu entres à EMS pour ta bourse d'études, tu as un univers complètement différent, je présume, de celui que tu as rencontré à l'université de Yaoundé 1. Quels sont ces Ouais. éléments marquants qui, selon toi, t'ont permis d'être une meilleure personne, que ce soit en termes de profil, de carrière en tant que scientifique? Ces éléments que tu as particulièrement appris à EMS, que tu n'as pas eu à apprendre cela, que tu n'aurais pas peut-être pu apprendre cela à l'université de Yaoundé. La première des choses, je pense que tout le monde, en fait, tout le monde, tout étudiant qui a été à EMS dira la même chose. En fait, tout étudiant euh, francophone camerounais qui a été à EMS dira la même chose, c'est l'anglais. C'est EMS m'a permis de relever de mon niveau en anglais. Ça, c'est d'un. De deux, c'est EMS m'a très bien appris comment saisir les opportunités,
comment poursuivre ces opportunités et comment les obtenir, coûte que vaille. Ça, c'est de deux. De trois, le programme de M, c'est assez rigoureux. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses. Plus particulièrement, j'ai eu à beaucoup apprendre dans le domaine des mathématiques, dans le domaine de l'analyse fonctionnelle et tout. Mais les choses qui m'ont, les capacités dont j'ai vraiment bénéficié à EMS, c'est premièrement l'anglais et comment saisir les opportunités, comment postuler au programme de master ou au programme de thèse à l'étranger. Et aussi comment communiquer en anglais. Comment écrire, comment parler, comment bien s'exprimer, comment se comporter. Donc, toutes ces choses-là, j'ai pu apprendre à EMS. À EMS. Chose que je ne connaissais pas. Étant à EMS, tu as également postulé à beaucoup de bourses d'études. Avant d'obtenir celle que tu as obtenue en Inde, tu as par ailleurs obtenu une bourse d'études à ICTP, qui est en Italie, c'est ça? Oui, c'est en Italie. Oui. Mais avant qu'on y arrive à ce niveau, quels sont, selon toi, ces éléments-là qui t'ont permis de continuer à postuler à des bourses d'études, même quand tu recevais des unfortunately? Parce qu'il faut le dire, c'est vrai que tu as obtenu des bourses, mais à la fin de la journée, tu as eu à postuler à beaucoup de bourses d'études pour les obtenir. Ouais, j'ai eu à postuler à beaucoup de bourses d'études avant d'obtenir la bourse que j'ai eue. Parce que, en fait, on nous avait appris en fait, c'est une des choses qu'on nous avait appris à M, c'est que pour pouvoir obtenir une bonne bourse, il faut essayer plusieurs fois. Et c'est pas avoir une bonne bourse, ce n'est pas toujours être le meilleur, c'est pas toujours avoir les meilleurs bulletins de notes, c'est pas toujours avoir les meilleures notes, c'est pas toujours avoir le meilleur background, mais c'est parfois le nombre de fois que tu postules. C'est-à-dire que tu postules à une bourse, tu es rejeté, tu postules encore, tu es rejeté, tu postules à une autre, tu es rejeté, tu postules à une autre. Donc, il faut persister. Parce que si tu ne persistes pas, tu n'auras pas la bourse que tu veux. Il y a des chanceux qui ont leur bourse facilement, mais tout étudiant mature peut lui-même voir que le parcours de tout un chacun n'est pas le même. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir sa bourse très facilement. Après le troisième programme auquel il postule, il peut avoir sa bourse. Mais pour toi, tu peux avoir besoin de postuler à 20 ou 30 bourses avant d'être sélectionné. Donc, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas été découragé. J'ai eu à postuler beaucoup de fois. Et même après avoir obtenu certaines bourses, je continuais à postuler parce que lorsque tu es sélectionné quelque part, c'est une école qui t'appelle pour pouvoir te prendre en charge pendant 1, 2, 3 ans. Ça veut dire quoi? Ils prennent sur eux-mêmes de te soutenir pendant plusieurs années. Mais il peut avoir des contraintes. Avoir une bourse, ça ne veut pas dire voyager le jour d'après. Ça veut dire que tu as une bourse et après ça, de toi-même, tu dois commencer à postuler pour ce qu'on appelle un visa. Un visa, c'est quoi? C'est un pays, un gouvernement à l'étranger qui décide de te prendre, qui te permet d'entrer sur leur territoire. Ça veut dire quoi? Tu peux être refusé d'avoir un visa. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Supposons que tu as une bourse. Supposons que tu as une bourse aujourd'hui et le programme te dit, OK, tu es sélectionné et nous sommes prêts à te recevoir à partir de tel jour. Ce jour-là, c'est 3 mois après le jour où tu es sélectionné. Et toi, tu attends les 3 mois gaillardement, tu dis les au revoir à ta famille et tout, et après, tu postules, on te dit que le visa a été refusé. Tu fais comment? Tu auras perdu 3 mois de ta vie. Donc, même après avoir été accepté pour une bourse, il faut continuer de postuler, il ne faut jamais s'arrêter. C'est un peu ça le message. Ce que tu dis est très pertinent. Et d'ailleurs, j'ai eu peu de personnes qui font mention de cela.
Est-ce que pour toi, il y a également des pratiques que l'on peut mettre en place pour, pas garantir, mais améliorer voilà, son profil par rapport aux candidatures de visa? Hmm, améliorer son profil par rapport aux candidatures de visa. Hein, je ne suis pas vraiment une très bonne personne dans ce sens-là, mais en fait, ce que je pense, c'est que l'une des choses clés pour pouvoir obtenir un visa, c'est le document qui stipule, c'est d'avoir le document qui stipule que tu es accepté dans telle ou telle école, dans telle ou telle université. Je pense que c'est l'une des pièces maîtresses pour pouvoir être accepté, pour pouvoir avoir un visa. À part ça, il peut avoir peut-être avoir un certificat une attestation de niveau d'anglais et tout, mais moi je pense que la chose la plus importante vraiment, c'est l'appel, en fait, on appelle ça quoi, offer letter, c'est la lettre Le d'offre, document d'acceptation à le document lettre, oui. d'acceptation ou la lettre d'offre du programme dans lequel tu vas Mais continuer. qu'est-ce qui, selon toi, distingue quelqu'un qui a été refusé le visa tout simplement de celui-là qui a été accepté? Est-ce que tu attribuerais cela tout simplement à la chance? Euh, c'est quelqu'un qui a été refusé un visa, celui qui a été accepté. Je ne vais pas dire que c'est de la chance. Parfois, ça peut être un problème d'organisation, c'est tout. Ça peut être que le candidat n'a pas été assez rigoureux dans la façon de, de donner, De en fait, postuler pour son visa? dans la façon de postuler pour son visa et dans la façon d'organiser les documents requis pour pouvoir passer. À certaines personnes, on dit on veut ci, ça. Et lui, il prend les choses à la légère, quoi. C'est que La négligence. lorsque tu postules pour un visa, si on te dit le visa doit être écrit je sais pas, en arabe, il faut écrire le document en arabe, il faut tout faire pour avoir. Si tu veux aller, tu dois te mettre Tu dans les t'y règles, c'est tout. Donc, Ah, ça, c'est très pertinent. il faut être assez rigoureux dans la façon de donner, en fait, dans la façon de s'acquérir les documents requis pour postuler au visa. Alors, te C'est un peu voilà ça. qui obtient une bourse et tu continues toujours à postuler. Pourquoi particulièrement tu as décliné cette bourse de ICTP qui pour certains serait une très belle opportunité? Ah, ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas décliné la bourse de ICTP. OK. J'avais toujours en tête de choisir entre l'un ou l'autre. Mais ce qui s'était passé, c'est que à ICTP, en fait, il y avait deux étudiants camerounais cette année-là qui avaient été sélectionnés pour le programme de matière condensée à ICTP. Mais à la fin, il y a un seul étudiant qui avait été appelé. Donc, j'avais Accepté. reçu la lettre de sélection, mais à la fin, j'ai reçu un mail qui disait, OK, en fait, il y a deux étudiants qui ont été sélectionnés, mais on a décidé de prendre un seul étudiant. En fait, les deux étudiants étaient camerounais. Je sais pas qui c'était, mais je sais que c'était un Camerounais. Et il a été sélectionné. Moi, j'étais parce que ICTP prend un étudiant par pays. Mais OK. cette année-là, ils nous avaient envoyé les lettres à nous deux. Donc, on avait reçu les lettres ensemble, mais je n'étais pas informé qu'il y avait un autre étudiant camerounais qui était sélectionné en matière condensée. Donc, il a été sélectionné, moi, je n'ai pas été sélectionné, c'est tout. Donc, j'ai dit, OK, c'est une page qui a été fermée. On continue avec une autre, On c'est tout. continue avec une autre. Mais C'est un peu ça. quel, est- quel était l'intérêt pour toi de continuer euh, ton doctorat ou la recherche à l'étranger? Pourquoi pas, par exemple, retourner à l'Université de Yaoundé et continuer ta recherche? Euh, L'intérêt, c'était pour moi, je voulais, à l'université Yaoundé 1, la langue principale, c'est l'anglais. Ça, c'est une des raisons. La langue principale, c'est l'anglais. Et donc, la langue principale, c'est le français à l'université Yaoundé 1, excuse-moi. Donc,
je voulais pas vraiment ce qu'on appelle losing touch. C'est-à-dire, en fait, je voulais pas vraiment me séparer de l'anglais. J'avais déjà bien commencé à M, j'avais déjà un très bon niveau en anglais. Et donc, pour moi, je me suis dit, si je repars à l'université Yaoundé 1, je vais recommencer à parler le français tous les jours. Le français, c'est bien, mais je sais que je veux être un étudiant international. En fait, je veux avoir une très bonne carrière. Je veux faire une très bonne thèse. Et pour cela, il me faut l'anglais. Puisque lorsque tu veux faire de la recherche, il faut avoir un très bon niveau en anglais pour pouvoir lire les papiers scientifiques, pour pouvoir écrire les papiers Exact. scientifiques. Il faut être assez compétent en anglais. Donc, je me suis dit, OK, j'aime bien l'université Yaoundé 1, mais je vais faire ma thèse à l'étranger pour pouvoir améliorer mon niveau en anglais et pour pouvoir aussi faire la recherche de très haut niveau. Euh, et la deuxième chose, c'est que le domaine dans lequel je voulais faire, c'est un domaine dans lequel tu ne trouves pas assez de professeurs intéressés à l'université Yaoundé 1. Mon professeur, lui, il était intéressé, mais il n'allait pas vraiment dans la direction dans laquelle je voulais faire, c'est-à-dire à pouvoir faire du calcul quantique appliqué non, de la chimie quantique, non, du calcul quantique appliqué à la chimie quantique. Il n'allait pas, comment dire, il n'allait pas vraiment dans cette direction-là, à ce moment précis OK. où je faisais dans ce domaine-là. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller à l'étranger pour pouvoir faire une thèse, puisque le laboratoire qui m'avait accepté, dans lequel je suis en ce moment, c'est un laboratoire où il y a pas mal d'experts dans ce domaine. Et voilà, c'est pour ça que je suis venu. C'est un peu ça. Qui commence bien se termine bien. Aujourd'hui, tu es en train de faire ton doctorat en physique quantique, je vais généraliser. Et puis, je veux savoir, selon toi, non, avant d'y arriver, quel est le contexte de ton admission? Comment est-ce que tu as pu trouver cette bourse en Inde? Parce qu'il faut le dire, la majorité s'intéresse aux États-Unis, à l'Europe, ces pays assez prisés. Pourquoi l'Inde en particulier? Comment est-ce que tu as obtenu cette opportunité? Euh, ouais, la majorité des gens s'intéressent, tout le monde s'intéresse aux États-Unis et tout. Mais le problème, c'est que bon, c'est pas vraiment la raison pour laquelle j'ai pas postulé aux autres bourses. Mais le truc, c'est que dans ces pays-là, les programmes c'est pas facile de trouver des programmes de thèse financés dans ces pays-là. Généralement, c'est des pays où tu dois aller refaire un master avant de continuer en thèse. Donc, le programme de thèse